Le prochain orateur va être Grégoire Leblay pour la prise en charge orthopédique dans les camptocormies. Il va vous faire partager son expérience, sa grande expérience sur le sujet. Merci Clément. Alors, c'était un sujet qui m'intéresse, bien sûr, mais qui est compliqué. C'est compliqué, ces patients qui sont très, très, très déformés. Euh, Alexandre a montré les PISA et ces déformations euh, sont également très difficiles à appareiller. Alors, moi, je vais plutôt vous parler des camptocormies. C'est des formations dans le plan sagittal avec avec cette combinaison de termes camptos, flexion, cormos, tronc, mais aussi on peut l'appeler bent spine syndrome. C'est l'antéflexion du tronc de plus de 45 degrés qui est réductible en position couchée lors du redressement axial en appuyant les mains sur le bassin ou le dos contre le mur. Quelques signes cliniques, eh bien, associés à la flexion du tronc, on a cette marche anthropoïde qui s'accompagne de l'hyperextension du cou pour assurer la vision horizontale. Les gens se présentent avec souvent les mains dans les poches ou les mains sur les cuisses pour se redresser. Et puis des douleurs lombaires qui sont parfois très importantes. Dans le bilan complémentaire, on a, nous, bien sûr, la radio EOS qui nous permet de faire nos mesures habituelles. L'IRM musculaire qui va montrer la fonte des muscles paravertébraux. On complète avec un bilan biologique orienté. Et parfois, il faut demander l'électromyogramme et plus rarement, comme on nous l'a dit, la biopsie musculaire. Alors, de façon peut-être un peu simple, mais moi qui m'aide bien à comprendre les choses, on peut distinguer la camptocormie dite primitive, qui est cette myopathie axiale de la personne âgée. Et puis d'un autre côté, ces camptocormies qui sont dans le cadre de ces pathologies neurologiques complexes, comme les myopathies inflammatoires, les dystrophies musculaires, les myopathies métaboliques et endocriniennes, les myopathies mitochondriales, les maladies de Parkinson par dystonie axiale et l'ensemble des syndromes extrapyramidaux qu'on nous a expliqués déjà. Dans le diagnostic différentiel, on mettra l'ostéoporose et les tassements multiples qui peuvent projeter le tronc en avant, canal lombaire étroit avec les douleurs qui projettent également le patient en avant, et la spondylarthrite. Mais maintenant, on ne voit plus ces formes de spondylarthrite qu'on voyait avant avec ces grosses kyphoses. Ça a disparu avec la biothérapie. Alors, l'aggravation du déséquilibre sagittal est également liée au paramètre pelvien, hein, bien sûr, parce que plus l'incidence est forte et plus on a une capacité d'adaptation et ça va retarder le déséquilibre antérieur. Voilà, et on va nous prendre en charge les traitements non médicamenteux avec la kinésithérapie, l'appareillage, les aides techniques, l'ergothérapie, les activités physiques adaptées. Alors, c'est des gens pour lesquels le cadre à appui antébrachial, c'est peut-être idiot, mais c'est vraiment une aide très importante. Ça va leur permettre chez eux peut-être de se déplacer plus facilement avec moins de douleur. Et puis moi, je prescris, enfin je prescris pas, mais je conseille aux gens des sièges un peu particuliers. C'est des sièges relax comme ça qui vont les aider quand ils vont se lever de leur siège et puis qui vont leur permettre d'avoir une position allongée qui sera différente de cette position assise puisque la position assise est une catastrophe, bien sûr. Alors, la kiné, elle va dépendre de l'état clinique et de l'autonomie du patient. Si le patient marche sans aide technique, eh bien, on va travailler plus fort sur le redressement musculaire et le travail de renforcement des extenseurs va être important. On va faire un travail postural avec des autograndissements axiales qu'on peut faire soit en position couchée, soit en position assise, soit en position debout. Et on ne va pas oublier de renforcer aussi les quadriceps et les fessiers, parce que avec le temps, eh bien, chez la personne âgée aussi, on a une perte de force au niveau des quadriceps, et ça, c'est une catastrophe. Sinon, si ça devient plus difficile et si c'est des gens qui ont déjà l'aide technique à la marche,
Il va falloir insister sur le travail de l'équilibre. C'est des gens qui sont shooters, on l'a dit. Le travail de la marche et notamment l'appui monopodal, comme on voit en bas, c'est super important de travailler l'appui monopodal, de renforcer le moyen fessier. C'est le muscle qui va stabiliser l'appui. Travailler les quadriceps fessiers, ne pas oublier le travail respiratoire chez des gens qui sont en kyphose déjà, donc en fermeture thoracique. Il faut aller chercher l'ouverture et le travail respiratoire. Et puis étirer tous les muscles qui sont kyphosants. L'appareillage, donc l'objectif, c'est d'avoir un soutien postural et de l'antalgie. C'est toujours le principe de l'appui contre appui, un appui de contre appui. Nous, on utilise ce cadre nous permet d'avoir une correction dans les trois plans de l'espace, qui évite de faire une traction cervicale. Alors, c'est des patients qui sont souvent âgés avec des comorbidités, des troubles respiratoires, veineux, digestifs, urinaires, parfois des troubles psychologiques. On l'a dit, c'est des patients qui sont peu mobiles, souvent réduits à la position assise. Et puis, ils sont parfois seuls ou en institution. Il faut en tenir compte aussi. Les problèmes à résoudre seront la mise en place du corset, l'habillage, le déshabillage, la tolérance physique et psychologique, la position assise souvent prolongée, la voiture et les activités de la vie quotidienne. Ce qu'on va devoir nous surveiller, parce qu'il n'y a pas de redressement actif dans l'orthèse, c'est les rougeurs et les escarres sur les points d'appui, au niveau des contacts sous-axillaires, au niveau des ovaires chondrocostaux, au niveau des crêtes iliaques, et puis sur les épineuses derrière, hein, liées à la position assise. Ça peut majorer le reflux ou l'incontinence urinaire parce qu'il y a un appui abdominal. Ça peut entraîner une gêne respiratoire liée à l'appui sternal ou thoracique. Et puis, il peut y avoir une gêne au retour veineux sur la partie basse du corset. Alors, quel corset on utilise ou on a utilisé? Ça, c'était un corset qu'on a utilisé pas mal. C'était le corset RD2, qui était assez intéressant parce il avait une mousse qui protégeait bien les appuis, mais on avait des difficultés au niveau de l'appui sous-axillaire, avec souvent des marques à ce niveau-là. Donc, on l'a un petit peu abandonné. L'orthèse thoracolombaire polytienne bivalve, ça reste un gold standard. C'est vraiment ce qui nous permet de mieux corriger nos patients quand c'est bien supporté. Parfois, il faut utiliser une petite mentonnière, on ne l'a pas dit, mais on a souvent ces têtes tombantes qui peuvent compléter le tableau avec la myotrophie des paravertébraux au niveau du rachis cervical. Et c'est très difficile à appareiller, mais le fait de mettre ce petit appui mentonnier, ben, ça va les aider un petit peu avoir le regard plus facilement horizontal. Là, c'est un corset que nous, on utilise beaucoup. C'est le bidensité. En fait, ce sont deux mousses qui sont soudées. Ça nous permet une contention confortable et légère. Et c'est bien supporté par les patients. C'est un bon effet antalgique. L'avenir, c'est sûrement sur des corsets qui sont articulés maintenant, c'est-à-dire qu'on essaie d'articuler la pelvienne avec la partie thoracique, soit une articulation par un mât antérieur, comme le fait Mathieu de 16 à Bordeaux. Et c'est le corset de distraction thoraco-pelvienne antérieure. Soit alors ce corset, nouveau corset qui s'appelle le corset Camptos, avec ces deux parties articulées ici par un pic dynamique qui s'appelle le pic dynamique de correction, cette barre latérale qui va permettre de pouvoir régler un petit peu la partie haute par rapport à la partie basse. Je pense qu'il faut autoriser ces patients en position assise un petit peu, avoir moins de contraintes de redressement, et puis quand ils se lèvent, à pouvoir obtenir plus de redressement. Bon, la vie chirurgicale, c'est Clément qui m'a demandé un petit peu de donner un avis. Bon, moi, il faut que la déformation soit réductible, bien sûr. Bon état général, peu de comorbidité, euh, peu ou pas d'ostéoporose, patiente motivée, c'est souvent chez les femmes, et informée, risque de réintervention. Les suites post-opératoires, ben, le corset n'est pas systématique. Bien sûr, il y a un levé qui doit être immédiat, reprise de la marche, cadre appui antébrachial. Toujours stimuler vers le haut, les autograndissements, le renforcement des extenseurs, le travail respiratoire impératif, pas de position assise. Donc au total, ben, il ne faut pas oublier que c'est des évolutions qui se font vers les aggravations, hein. C'est des patients qui vont aller mal progressivement et de plus en plus. Il faut prendre rapidement en charge ces patients, associer rééducation appareillage, les suivre régulièrement, adapter les appareillages
prendre bien sûr l'avis neurologique et j'ai rajouté l'avis neurogériatrique parfois parce que ça nous aide aussi pour aller chez ces patients parfois âgés. Voilà. Merci bien.